pense que nous allons pouvoir commencer. Très bien. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur cette table ronde. C'était pas gagné d'avance, une table ronde sur le chaos. C'est en fin de journée en plus. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Nous allons parler chaos, alors rassurez-vous, nous n'allons pas parler physique, quoique le chaos, selon les lois de la thermodynamique, pour dompter le chaos, il faut dépenser de l'énergie. Pour ceux qui ont fait de la physique, ça va vous rappeler des choses. Donc il n'y a qu'une dépense d'énergie qui peut dompter le chaos. On va voir si c'est le cas pour les DSI et les RSSI. Si pour dompter le chaos, il suffit de dépenser de l'énergie. Ou est-ce que, quitte à s'agiter, autant s'agiter intelligemment ? Avant toute chose, nous allons présenter nos trois experts du chaos, qui en tout cas ont un avis sur la question. Je vous laisse, Julien, on commence par Julien, puis on passe dans l'ordre. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Julien Villecroze et je suis le DSI du groupe Stellian, un groupe d'expertise conseil pour les assureurs. Bonjour à toutes et à tous, je suis Éric Singer, ciseau de grand groupe industriel et également administrateur du CESIN, qui est un organisme de directeurs cybersécurité en France. Et c'est pas le chaos au CESIN, c'est bien organisé. Donc bonjour, Gilles Castéran, je fais du conseil aussi bien auprès de DSI que de responsables de la sécurité. Merci à tous les trois. Alors effectivement, vous l'avez compris à travers toutes nos petites blagues pas très légères en amont de cette table ronde, que nous allons effectivement parler de cette notion de chaos appliquée à la technologie, au DSI, ce à quoi doivent faire face les DSI et aussi peut-être la fonction sécurité. Mais plus sérieusement, avant de commencer, on va essayer de parler tous de la même chose et aligner notre définition du chaos. Voilà. Ça, c'est le chaos. Voilà, ça, c'est chaos. Messieurs, quand on parle de chaos, pour décrire le quotidien du DSI, qu'est-ce que ça vous évoque ? Parce que le terme peut sembler un petit peu fort, un petit peu gimmick marketing. Alors, pour vous, qu'est-ce que le chaos du point de vue du DSI ? Qui prend ? Vous allez de toute façon avoir tous les trois la parole. Bon, bah je peux commencer peut-être, si ça vous va. Donc, moi, je vais plutôt prendre la parole au nom du côté cybersécurité, et c'est vrai que quand on parle de chaos, ça me fait penser un peu quelque part à la Bible. Au début était le chaos, et à partir du chaos, on a réussi à construire quelque chose en des milliards d'années. Mais au niveau cyber, plus pragmatiquement, on voit que depuis plusieurs années, on a, avec la digitalisation, une augmentation de la surface d'attaque. On a de plus en plus de vulnérabilités et un écosystème qui s'est ouvert, qui s'est fragmenté. On voit que le silo n'existe plus. Et donc, il y a de nouveaux types d'attaques, des attaques avec des partenaires, des attaques dites de supply chain. Et pour moi, c'est un peu ça le chaos. C'est l'augmentation de ces demandes métiers, et peut-être aussi le manque de talent technique, et je pense qu'on va en parler. Ça, on y reviendra effectivement, mais donc une surface d'attaque et des interactions qui sont moins maîtrisables, moins prévisibles peut-être. Tout à fait. Donc on peut peut-être retenir cette idée de difficulté de prévoir parce qu'on ne maîtrise plus les interactions possibles. Oui, je pense qu'en complétant, on peut aussi, pour revenir, il y a quand même une accélération très très forte de la digitalisation. Il y a même un maximum d'entreprises qui ont des stratégies de plateformisation d'entreprise. Donc ça a deux exigences, c'est de la technologie partout, la première chose. Et la deuxième, c'est la montée à l'échelle. Donc une exigence en termes de fonctionnel, des exigences techniques, qualité de service, des exigences en termes de réglementation, puisque la loi est aussi à prendre en compte, qui évolue rapidement. Et puis des sujets autour de la sobriété, tout ça dans un environnement contraint, talent, budget, voilà. Donc c'est ça qui fait. Alors je ne sais pas si c'est du chaos ou pas du chaos. Non, mais ça peut mener au chaos. Complexité. Ce que Gilles est en train de dire, c'est qu'on doit faire mieux sur un périmètre plus large en temps contraint. Forcément, voilà, avec moins de moyens peut-être, forcément il y en a un qui doit lâcher et c'est peut-être ça qui mène au chaos. C'est quand on n'arrive pas à aligner toutes ces exigences-là pour tenir les critères. OK. Et pour compléter, si je parle un peu plus d'un point de vue DSI, en fait, le chaos, c'est finalement la somme d'injonctions paradoxales
auxquelles le DSI est confronté. Il faut faire plus vite, avec souvent moins de moyens, avec un contexte de marché qui doit être pris en compte par le DSI, auparavant plutôt orienté technique. Aujourd'hui, il doit être vigilant sur l'orientation stratégique de l'entreprise pour faire les bons choix. Et le tout en ayant aussi la technique à gérer, et puis aussi des ruptures technologiques qui sont à anticiper avec une nécessité de pouvoir anticiper. Et le tout dans un temps très, 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 très court. Alors, à vous écouter, ça m'évoque la notion de saturation mentale. Est-ce que ça vous parle ? Oui, c'est Oui. c'est quelque chose, effectivement. C'est une notion. Comment ça s'incarne, justement, chez le DSI ou chez vous, en tout cas ? Chez le DSI, ça va s'incarner par le fait que on va être obligé de prendre en compte de nombreuses variables dans un système contraint, avec des sujets qui ne relèvent pas forcément de la SI, donc qui ne relèvent pas forcément des compétences intrinsèques d'un DSI ou de sa formation, mais qui vont devoir faire appel à beaucoup plus d'ouverture vers donc de la stratégie d'entreprise, de la gestion, de la RH, beaucoup plus de management, surtout dans le contexte IT que l'on connaît, et le tout sans forcément avoir le temps de se poser. Ce qui fait que le DSI est sous pression constamment et doit, à chaque virage technologique, essayer d'anticiper l'impact organisationnel, l'impact humain. Je change une techno, est-ce que je dois former mes équipes, est-ce que je dois les remercier, les accompagner, comment ça va se passer, est-ce que je vais retrouver sur le marché de nouvelles compétences. De la même manière, je mets une technologie en marche, est-ce que stratégiquement l'entreprise va s'y retrouver, est-ce qu'on va me suivre dans cette voie-là? Et donc tout cela, effectivement, ça met sur le DSI une très très forte pression dans un contexte sécuritaire qui est quand même pas très facile. Ouais, d'accord. Est-ce que cette saturation, pour moi, je vis la saturation aussi comme la saturation aussi de l'esprit du directeur cyber. Et on parle depuis plusieurs années de burn-out du CISO. C'est cette saturation que l'on vit. Et on a eu plusieurs tables rondes et des conférences qui ont été faites sur des burn-out de CISO, et c'est pas un moindre mot, parce que j'en connais des amis qui ont subi ces burn-out. Et pourquoi il y a des burn-out de directeurs cyber? C'est pas à cause du DSI, bien sûr. Il faut toujours trouver un coupable. Il faut toujours trouver un coupable. Mais il faut surtout trouver la raison pour laquelle on est dans cette saturation. Et pour moi, la saturation vient de l'explosion de cette surface d'attaque. On a de plus en plus de détection, d'identification de la menace. On a augmenté cette technologie. Maintenant, on détecte plein de choses. Mais par rapport à toutes ces détections, est-ce qu'on arrive à trouver, qu'est-ce qui est important de ce qui n'est pas important? Et peut-être une vulnérabilité qui n'est pas importante va faire une attaque. Et le chemin d'attaque est très pernicieux. Et donc, on fait attention à tout, on fait attention à rien. Est-ce qu'on veut être indifférent? Est-ce qu'on peut être dans le burn-out? C'est ça, la saturation qu'on vit actuellement, cette tension que l'on vit en tant que CISO. Ce que j'entends là, c'est l'incertitude. De se dire, est-ce que j'ai pas raté une vulnérabilité que d'autres vont voir et exploiter? Et la peur de cette mission, de ne pas réussir à remplir la mission du CISO et de protéger l'entreprise comme il faut. Effectivement, pour faire de la réponse à incident moi-même, je peux dire que sur des analyses forensiques, on voit des chemins d'attaque qui sont excessivement pernicieux et très souvent, alors parfois oui, on dit effectivement le SI n'était pas assurable et on ne comprend pas pourquoi il l'est, mais on tombe aussi sur des chemins d'attaque, des choses qui sont très complexes et on ne peut absolument pas blâmer l'entreprise ou le RSSI d'avoir laissé un chemin d'attaque comme ça, parce que effectivement, ce sont des choses très pointues et surtout des petites vulnérabilités qui ne sont pas nécessairement importantes prises de manière isolée, mais qui, enchaînées d'une manière créative, vont pouvoir donner le contrôle du SI. Gilles? Oui, rien pour compléter, là, parce qu'on parle beaucoup de la sécurité, on comprend bien d'ailleurs la sécurité, mais ça touche toutes les fonctions de la DSI. Il y a une étude d'un grand cabinet qui a montré la fatigue des équipes de DSI, et ça touche vraiment tout le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a la course, la digitalisation, etc. La réalité, c'est qu'on a encore des systèmes d'information très obsolescents.
Donc on peut parler de paradoxe aussi là encore. Et donc ce qui crée, après d'ailleurs, c'est vu comme d'autres, on peut faire la comparaison avec les étudiants, paraît-il, mais c'est la crise post-Covid, où en tout cas, toutes les équipes de la DSI, de façon générale, sur les enquêtes, montrent qu'il y a une fatigue assez forte. Parce que ça subit aussi, comme tous les autres métiers, la transformation du travail, en plus dans cette fonction-là. C'est un des paramètres instables supplémentaires, finalement. Exactement. On en a déjà cité plusieurs et on rajoute une petite pile d'assiettes à faire jongler avec, c'est ça ? Ouais. Alors, quand je vous écoute à en parler, ça me rappelle, ça me renvoie loin en arrière, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître, comme dirait l'autre. Ça me rappelle un autre shift qui approchait. On était au début des années 2000 arrivaient les réseaux centralisés, l'informatique centralisée, le monde Microsoft était en train de changer en 2000. On avait un shift comme ça où on passait de le PC de Monsieur Michu comptable servait aussi de serveur d'impression et de stockage pour tout le monde on essayait de centraliser un peu mieux, d'avoir un vrai serveur d'impression, d'avoir un annuaire, des choses comme ça. Évidemment, quand on est dans des shifts comme ça, cette période transitoire, c'est le bonheur des attaquants parce qu'eux vont pouvoir s'intéresser de manière très précise, par exemple, aux configurations par défaut, que tout le monde laisse par défaut, et aller taper précisément ça, alors que les DSI et RSSI ont un panel tellement large de choses à changer, à comprendre et à assimiler, qu'ils vont pouvoir oublier certains détails comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analogie ou est-ce que je me plante totalement ? Alors, je pense qu'il y a une comparaison, c'était des périodes de grands changements. Oui, le shift. Mais la grande différence, c'est que l'échelle de temps n'était pas la même. C'est l'époque des grands projets d'industrialisation. Donc on industrialise l'IT. L'IT est encore assez fort dans la gestion des grands projets. C'est l'arrivée des grands ERP. Donc la comparaison qu'on peut faire, en tout cas les choses similaires à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la relation métier à réinventer, qui restait déjà, et encore aujourd'hui, elle est encore à retrouver, cette relation métier. L'obsolescence à gérer, il y avait aussi des grandes transformations, mais l'échelle de temps n'était pas la même. C'est-à-dire qu'on avait le temps de construire. Il y avait des stress projet par projet parfois, mais avec un début, une fin. C'était beaucoup plus structuré, me semble-t-il. Donc là, c'est continu. Alors que là, c'est continu et c'est infini, en fait. C'est un mouvement qui est sans fin. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi Gilles. Et je vois quand même une date, pour moi, qui est la date où il y a eu une transformation, une rupture. C'est peut-être un peu après, Julien. C'est en 2017 qu'on a eu les attaques NotPetya et WannaCry, où tout a changé, où on est passé, on a vu que le système de défense périmétrique type château fort ne marchait plus. Et avant, c'est vrai, on travaillait main dans la main avec le DSI pour définir des moyens pour protéger l'infrastructure. Mais là, c'est fini. Et depuis WannaCry et NotPetya, la sécurité, c'est l'affaire aussi du management de l'entreprise, de la direction. Et on est passé de cette protection château fort à une protection différente, qui n'est pas périmétrique, qui est digitale. Et donc, d'où la nécessité, dans ce chaos, dans cette tension, de travailler justement avec les métiers, avec le DSI, pour voir comment on accompagne le DSI dans l'adoption de la sécurité dans les applications, pour protéger la donnée. Alors, ce qui a aussi beaucoup changé dans ce que j'entends là, c'est que ces attaques, alors je ne sais plus si c'est NotPetya ou WannaCry, en tout cas, c'est le moment où on a découvert qu'un ordinateur, un poste de travail infecté dans une filiale en Ukraine pouvait conduire à l'arrêt d'une chaîne de fabrication automobile Renault à Paris, enfin à Boulogne. Jusqu'à présent, on n'avait pas imaginé ce risque-là. Et donc là, si on en revient à la saturation mentale, la peur de rater quelque chose, elle s'incarne. C'est-à-dire que si je rate même ne serait-ce qu'un truc sur un poste de travail sur une filiale ukrainienne, ça va arrêter ma chaîne de montage automobile à Paris. Donc effectivement, en termes de pression, oui, ça peut se comprendre. Et j'ajouterais que par rapport à cette comparaison avec les années 2000, on a quand même une rupture technologique qui arrive, qui est devant nous, notamment avec tout ce qui est IA et autres, qui fait beaucoup parler d'elle. Et la différence, par contre, qu'il y a avec les années 2000,
c'est que aujourd'hui, ça va être souvent les directions d'entreprise qui vont pousser l'adoption de ces technologies-là au mépris des bonnes règles d'hygiène de sécurité, mettant les DSI face à des challenges sans précédent. Les DSI, bien sûr, je parle de l'ensemble des équipes, pas que le DSI tant que manager, mais la DSI CISO sont mis sous pression à devoir le faire pour des raisons qui ne sont pas forcément des raisons, je dirais, très saines de productivité, mais parce que c'est un peu l'effet de mode du webmaster des années 2000. Il en faut un parce que tout le monde en a un. Ouais. Donc, on ne sait pas trop à quoi ça va servir, mais il faut l'avoir pour ne pas... Alors, il y a cette espèce de fear of missing out aussi. Exactement. Donc, on pense effectivement à l'intelligence artificielle aujourd'hui, même si, effectivement, ça serait bien bête de passer à côté, mais il y a quand même peut-être un petit peu de modération à avoir. Alors, justement, quel risque ça fait peser sur l'entreprise ? Cette course vers l'avant, cette pression mise sur les DSI par la hiérarchie pour passer très vite à de nouvelles technologies qui ne sont pas forcément mûres, voilà, parce qu'elles sont technophiles. Par exemple, les directions sont technophiles et on veut faire absolument de l'IA. Par attrait, des optimisations possibles. Je me souviens d'un client il y a quelque temps pour qui le move to cloud se résumait à une chose, c'est combien de TP en moins. Donc, là aussi, des optimisations qui peuvent faire rêver. Dans ce cas-là, on dit on y va, on ne sait pas trop vers quoi, mais on y va. Alors, est-ce que vous faites le même constat déjà ? Manifestement, Julien le fait. Et surtout, qu'est-ce que ça ouvre comme risque selon vous ? Déjà, c'est d'aller trop vite. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand même de la technologie. Donc, de la technologie, ça se maîtrise, ça s'anticipe, ça s'apprend. En anticipant de trop et en mettant un petit peu ces technologies sur le devant, sans avoir aligné la stratégie d'entreprise sur quoi que ce soit ou aligné son organisation, on fait peser un certain nombre de risques sur l'entreprise qui sont pas forcément que des risques technologiques, mais qui peuvent avoir des impacts à tous les niveaux. Donc c'est vraiment aussi cadencement et maîtrise, donc c'est-à-dire avoir les compétences qu'il faut au moment opportun. Tu ne crois pas qu'il y a deux aspects de cette pièce ? Un côté qui fait peur, en effet, c'est tout ce qu'on appelle le shadow IT, où les métiers prennent leur propre système d'information, qu'ils l'achètent sur Internet eux-mêmes et où il y a une mauvaise gestion, ou une gestion différente et non contrôlée. Mais un autre aspect où je pense que toutes les entreprises, ou beaucoup d'entreprises sont passées sur Office 365, où en passant sur Office 365, on est garant d'un certain niveau de service, d'un certain niveau de sécurité, et peut-être que le cloud permet un certain niveau de sécurité sur l'infrastructure, mais on peut perdre aussi un niveau de sécurité sur le côté de l'information, et comment justement les DSI gèrent tout ça. Voilà, c'est la question aussi qu'on pourrait se poser ici. Oui, moi je repense ce que vous dites, mais en fait, rien n'a changé finalement. À part que les technologies, les innovations sont les mêmes, mais il faut mettre en place des démarches qui garantissent les usages, qui garantissent qu'on est cohérent avec le système d'information, qui garantit que finalement on a un usage qui répond bien aux besoins et que ça s'intègre dans une stratégie, donc il n'y a rien à changer. La relation est toujours la même. Les métiers sont déjà emparés. On parle de Shadow IT maintenant, mais on en parlait déjà avant. J'en parle de l'IT. C'est ça, c'est la frontière en fait qui n'existe plus entre l'IT et les métiers. D'où cette notion, je sais pas, de digital ou de système d'information qui est entre les deux. Donc cette frontière qui est compliquée, qui est source de tension. Mais autrement, non, je pense que, comme tu dis, les bonnes pratiques projet, savoir ce qu'on fait, la stratégie, reste des choses. Et par contre, on l'a mis, quand on disait les années 2000, c'était des années d'industrialisation. Donc on était dans des démarches très industrielles, en silo, on faisait la pré-production, le design, on avait tout organisé très précisément. Ça marche. En fait, on a tout déstructuré, ce qui nous régénère dans le chaos, pour refaire une partie d'agile, en oubliant en fait que quand même, il y a des visions, il y a une architecture globale à aller, et c'est ça qu'il y a à traiter. Mais en tout cas, toute innovation technologique doit se traiter globalement de la même manière, de façon d'ailleurs à réguler et à rendre matures les parties prenantes en mettant en place ces démarches qui permettent de capter ces infos. Alors, il y a un autre point qui existe, moi j'invite les DSI à le faire, c'est dire oui et expérimenter. La bonne phrase, c'est oui, nouvelle technologie, expérimentons sur une petite population, un petit pays, une petite zone, allez vous amuser. Et en général, si ça ne fait pas sens,
ça s'arrête immédiatement. s'arrête, Hein. Voilà. Très bon. On passera tout à l'heure effectivement à des pistes, parce que là, on est quand même très noir. Hein, on dit tout ce qui ne marche pas. On va essayer d'éclaircir un peu le tableau. Mais il y a un point, qu'on peut soulever aussi, c'est la relation avec l'économie. C'est-à-dire que ça coûte plus cher de faire mieux. C'est pas toujours visible du client. Et donc, les directions générales peuvent être tentées d'utiliser cette espèce de blob qu'elles ne comprennent pas trop, qui est la DSI avec sa technologie, pour essayer de réduire les coûts, puisqu'au final, on n'a pas l'impression que c'est vraiment mieux pour le client. Est-ce que vous êtes confronté à ça et comment vous le gérez ? Ouais, alors je vais peut-être pas se contrôler, mais en fait, quand même, cette question, elle est en plus très d'actualité. Hein, parce que les fournisseurs ont augmenté leurs prix, les DSI sont obligés de revenir au board pour pas se contrôle, mais réexpliquer le pourquoi du comment. Et donc, du coup, il faut réinventer ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire la valeur de l'IT. Oui, mais des fois, c'est qu'un centre de coût, donc il faut se réinviter. Voilà, donc on est dans la justification, qui n'est jamais bonne, puisqu'on perd notre temps à faire des choses de justification et pas d'engagement. Mais là, il y a, enfin, en tout cas, dans les semaines dont on parle là, ou le mois, depuis quelques temps, là, il y a le retour de l'obligation au DSI d'aller se justifier sur les coûts, les budgets, les investissements, alors que globalement, les budgets ne diminuent pas. Hein. Mais c'est en tout cas les arbitrages qui sont en train de changer. Ça aussi, c'est bien stressant quand même. C'est-à-dire qu'on demande au DSI d'aller se justifier sur des coûts en parlant de trucs qu'il ne maîtrise plus finalement. Et il ne peut pas dire mais moi j'y comprends rien, là ça bouge trop, vous me demandez des trucs, je ne peux rien vous dire, allons-y, on verra, etc. Donc ça aussi c'est un stress supplémentaire, j'imagine. Alors, je complète, c'est un stress supplémentaire, donc je vais dans ton sens, c'est exactement ce que je vis aussi au quotidien. On ne sait pas. mais effectivement, il y a quand même un point d'éclaircie dans tout ça, il faut quand même commencer à en mettre un petit peu, hein, c'est que ça permet aussi de remettre sur le tapis la notion d'obsolescence. Et de dire qu'avant d'adopter une nouvelle technologie, il faut peut-être régler sa dette derrière. Donc ça permet aussi au DSI, s'il s'y prend bien, malgré ces difficultés-là, de pouvoir dire, OK, donc ce que l'on va faire, c'est peut-être faire tout simplement un saut dans le temps, et on va passer d'une technologie à une autre. Donc ça peut être un choix, il ne faut pas qu'il soit hasardeux, ça veut dire aussi que ça augmentera le stress du DSI, en justement faisant ces POC, ces approches pour tester de nouvelles technologies, et pourquoi pas se remettre en cause et dire, ce système qui marchait hier, face à une génération du numérique qui maîtrise déjà les usages, peut-être qu'il y a certaines cases que je peux me permettre de sauter et que je peux aller dans le sens de la société tout en gérant mon obsolescence de façon simultanée. Mais encore une fois, ce sont des chemins qui sont extrêmement hasardeux, c'est sous tension, alors que le chemin naturel serait je prends le temps, je pose l'organisation et l'ensemble des pièces. La slow life de la SI, ça serait le bonheur. Hein. Et ça serait pas mal, mais c'est pas de la slow TV, donc du coup, c'est un peu plus compliqué que ça. Et effectivement, il y a un juste milieu à trouver entre les deux, mais c'est le retour effectivement de cela. Et on est même aujourd'hui en train en tout cas, au niveau de la sécurité, on est même en train j'ai l'impression de se rejustifier, parce que j'ai l'impression que du coup maintenant, c'est passé un peu derrière nous. Justement, mais j'allais dire, en fait, la sécurité a l'habitude de tout ça, Eric. Le discours qu'on entend souvent, c'est de toute façon, toi, sécurité, tu sers à rien. La preuve, il ne s'est rien passé. Mais c'est un peu ce que je voulais dire, Jérôme. Hein, c'est pour avoir un budget cybersécurité, c'est compliqué parce qu'on fait une analyse de risque et on a un budget ou des mesures de sécurité vis-à-vis d'un risque non avéré. Donc on met en place des nouvelles types de solutions qui sont très onéreuses, de plus en plus coûteuses, mais pour se protéger contre des attaques fictives ou non. Et donc il faut pouvoir justifier ça. Comment on va justifier d'avoir un nouveau type d'antivirus, le XDR ? Comment on va justifier d'avoir de nouvelles technologies intelligentes, de pouvoir détecter des attaques ? Et tout ça, il peut arriver qu'on soit mal compris. Donc il est important de toute façon de sensibiliser le board, de travailler justement encore une fois de plus main dans la main avec les DSI pour avoir justement travaillé ensemble à trouver des meilleurs moyens pour se protéger et de ne pas empiler les technologies. Ça c'est aussi important de pouvoir faire très rationnel et de manière peut-être pas moins chère, mais
au même coût avec plus de protection, parce que ce qui se passe, on est de plus en plus attaqué. Alors, on le voit bien, le chaos, là. Hein. On a mis un peu le doigt dessus. Et pourtant, s'il y en a bien un qui aurait dû être là pour gérer ce chaos-là et le réduire, c'est bien le directeur de la transformation numérique. Parce que tout ce dont on vient de parler, c'est de la transformation, c'est le changement. Donc, l'accompagnement du changement et la transformation numérique, c'est le rôle du directeur de la transformation numérique. Or, depuis que ce profil est apparu, c'est encore plus le chaos. Alors, corrélation n'est pas causalité, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec les directeurs de la transformation numérique ? Oui, alors déjà, quand on parle de directeur de la transformation numérique, ils ont plusieurs titres, plusieurs noms. Il y a les CDO qui sont tendance, en tout cas, à fusionner, ou les organisations à fusionner avec les DSI. Pour rappeler, hein, c'était quand même la naissance d'expliquer qu'il y avait du digital qui allait beaucoup plus vite. Il fallait faire des fronts pour les clients. Il y avait du bimodal. Il y avait donc voilà, on a géré ça. Aujourd'hui, il semble quand même qu'il y a un rapprochement des deux, parce que ce qui crée la tension c'est le désalignement finalement perpétuel qu'il pouvait y avoir. Donc là, aujourd'hui, ça s'est en tout cas de ce point de vue réaligné. Mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la question, elle est surtout sur la transformation de l'entreprise. Et l'autre sujet, c'est que le digital, c'est quand même de la donnée. Et donc la question, c'est comment on gère la donnée. Et la gouvernance de la donnée, ceux-là sont des sujets à traiter. Mais je pense que en tout cas, les gens qui menaient la transformation sont focalisés sur la partie purement client et front, et peu sur la partie IT en général. D'accord, ce qui a permis au KO de se développer en back-office derrière, sur la partie back-office, là où on ne le voit pas. Mais c'est normal, hein, c'est tout ça, les germes comme ça préfèrent proliférer à l'ombre qu'au soleil. Et c'est vrai qu'il y a de nouveaux métiers qui arrivent, hein, et ce directeur de transformation numérique, on a aussi des Chief Data Officers. Ça, c'est un nouveau métier. Comment on gère ce flux, ce lac de données dans les entreprises, qui est une opportunité, bien sûr, métier, mais aussi l'innovation, c'est une possibilité, une opportunité de faire du nouveau business. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et cette innovation, elle est source de valeur, je pense, pour l'entreprise. Et je pense que là, le directeur de la transformation numérique, il a toute sa valeur pour amener et transformer l'entreprise avec des nouveaux moyens de faire du business. Donc on pourrait l'appeler le CCO, le Chief Chaos Officer. Yes. Ce serait une transformation du directeur de la transformation numérique. Alors quel serait son périmètre justement à ce Chief Chaos Officer ? Déjà, il faudrait qu'il arrive aussi à inclure une partie organisationnelle, du moins humaine, dans son dispositif, puisqu'avant tout, les technologies sont utilisées par les collaborateurs de l'entreprise. Donc c'est l'humain finalement au centre, parce qu'on peut mettre le meilleur système du monde, si les personnes ne sont pas formées ou si le change n'est pas assuré, on va droit à la catastrophe. Doit être aussi garant, quelque part, des usages de l'entreprise en expliquant clairement quelle est la stratégie. Si on fait du shadow IT, à un moment donné, c'est qu'il y a quelque part soit un problème de temps de mise en œuvre des technologies, de délai, soit de fonctionnalités offertes par le système d'information. Dans tous les cas, à un moment donné, ça veut dire qu'il y a un manque quelque part. Et en tout cas, moi, à mon sens, le directeur de la transformation doit identifier cela et doit pouvoir ensuite répondre aux besoins, soit en adressant d'un point de vue numérique, soit d'un point de vue organisationnel, soit en faisant un mélange des deux. Du coup, ça veut dire qu'il doit quand même avoir ce J'aime beaucoup cette idée de faire le lien entre la stratégie et puis ce qui se passe vraiment sur le terrain. En sécurité, ça va peut-être parler à Eric, mais je travaille beaucoup sur des notions de comment partir de l'existant sur le terrain. On part de Mitre, par exemple, Mitre Attack, pour ceux qui sont dans la sécurité, et on remonte sur du NIST qui permet de gérer la gouvernance de l'entreprise. Et on se rend compte que quand on arrive à aligner les deux, ça met de l'huile un petit peu dans les rouages, et on a une stratégie qui devient plus réaliste, déjà, et une réalité qui est parfaitement alignée avec les volontés de sa stratégie. En termes de DSI, on pourrait faire pareil ? Ça serait le rôle, justement, de ce CCO. Moi, je pense qu'il n'y a pas... il n'y a plus de sens d'avoir un directeur de la transformation numérique. Il y a la transformation de l'entreprise. Oui. Le digital, il est dans toute transformation d'un métier. Donc, de toute façon, il y a une transformation d'entreprise.
Donc il y a des directeurs de la transformation d'entreprise. En général, c'est comme le directeur général qui est en charge de la transformation de son entreprise. Oui. En plus, on a vu comme le chaos est persistant, elle continue. Oui. Et puis après, il y a des points de vue. Il y a le point de vue des métiers, il y a le point de vue de la DSI, il y a le point de vue de la pérennité globale de l'entreprise. Ce qui revient à ce que tu disais, c'est dire qu'il y a un sujet sur la culture d'entreprise. Et c'est plutôt ça qu'il faut transformer. C'est transformer la culture d'entreprise, qui est le sujet le plus compliqué, les organisations. Mais voilà, ou autrement, l'autre sujet qui peut être pris en fonction du contexte et du périmètre, c'est le prendre par la donnée. Il peut y avoir des gens en charge de la donnée, mais un directeur de la transformation numérique, aujourd'hui, n'a, me semble-t-il, plus vraiment de sens. Je suis complètement en phase. Surtout, je pense qu'on doit changer de paradigme. Et même que les notions qu'on avait, même par exemple, pour parler de cybersécurité, il arrivait qu'avant, on était un peu le mal nécessaire. Mais je pense maintenant c'est une valeur éthique de l'entreprise. Une valeur pour protéger les siens, pour pas que nos enfants aillent sur des sites qu'il ne faut pas, pour protéger sur l'usage du cyberespace, pour que la cybersécurité soit une valeur éthique de l'entreprise. Une valeur du quotidien, une valeur entière. Et que même qu'on aille vers une digitalisation durable et qu'on intègre dès le début avoir des logiciels qui soient sans bug ou avec le moins de bugs possible. Voilà, moi quand j'achète une cafetière, elle marche longtemps en fait. Pourquoi pas un logiciel? Et pourquoi on se pose pas cette question? C'est la complexité. J'ai acheté il y a quelques mois, je suis passionné de montres vintage, j'ai acheté une petite Seiko Quartz de 1976. Tout en acier, mais vraiment les tout premiers modèles. Et on a mis une pile dedans, et ça fonctionne. Ah oui. 1976. Le truc ne s'est pas allumé depuis. Et ça fonctionne, parce que c'est excessivement simple. Comment on arrive à garder, parce que là on en revient au cas où, la complexité de toutes les interactions, entre toutes ces petites pièces, entre le métier, le back-office, la donnée, etc., tout ça génère une complexité, ne serait-ce que par leur propre interaction. C'est une complexité presque native. Comment on arrive à y voir clair? Comment on soulève le capot et on refait le câblage de tout ça? Alors, je ne sais pas, mais on va dire que l'informatique a 60 ans, à Oui. peu près. Donc je pense que ceux qui font des montres ont une maturité industrielle largement supérieure. Donc c'est sûr. difficile Voilà, on est sur une montre à quartz, donc c'est 69-70. de comparer. Mais non, je pense que déjà c'est deux métiers très très différents. Je pense qu'en fait, maintenant, à l'issue de cette table ronde, ils vont être tous dégoûtés. Et tous les trois vont aller faire de l'horlogerie pour changer de métier. Non, mais alors plus concrètement, peut-être quelles sont vos astuces du quotidien pour faire face au chaos? Alors là, on a essayé de voir, on a tourné un petit peu en rond autour d'astuces un peu plus haut niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière organisationnelle, tout ça? On a vu qu'on n'arrive pas trop à mettre le doigt dessus. Mais alors vous, à votre niveau, au quotidien, comment vous faites pour éviter le burn-out? Pour répondre à ce qu'on a dit, et pour pas... En fait, moi, ce qui me semble toujours le plus compliqué à expliquer, et pourtant qui est naturellement, je vais enfoncer une porte ouverte, mais il y a le court terme et le moyen terme. Cette échelle de temps, elle est génératrice de grandes tensions. Donc il ne faut plus confondre le pilotage opérationnel d'une activité avec le pilotage stratégique. Donc déjà, il y a deux choses. Point. Ce qui est en train de changer quelque chose, il y a toujours à réinventer, il n'y a pas de méthode connue sur la relation entre les parties prenantes et la DSI. C'est-à-dire qu'elle est contextualisée, c'est-à-dire que chaque métier a une relation différente avec la DSI, elle est prête à avoir, et donc il y a cette maturité à toujours réinventer, parce que les technologies viennent les mettre à mal. On a parlé de Shadow IT, donc ça redonne un poids d'un côté, et puis après le fait que en tout cas, les métiers ont besoin de la donnée, ça redonne le poids côté DSI, parce que c'est le DSI qui, au moins, gère techniquement la donnée. Donc, il y a ce sujet-là qui me semble important. Il y a des basiques, si c'est urgent, c'est pas important, quoi. Enfin, c'est des trucs, si un sujet est très urgent... Si c'est urgent et important, parce que là, on est en crise et voilà, il faut appeler des experts. Donc, tu connais bien, ça c'est une crise, alors c'est autre chose, on est dans une autre étape, mais voilà, donc ça, je trouve que c'est l'immaturité de l'IT depuis des décennies, c'est celle-là, cette difficulté à gérer ces temps.
Et on l'a vu parce qu'en fait, ils évoluent tout le temps. Donc, en tout cas, il y a... D'accord, il y a donc ces chances, ce qu'on est en train de dire là, c'est de dissocier, d'avoir une sorte de couche d'abstraction entre l'organisation, la stratégie et l'implémentation, finalement. Exactement. Et puis, D'avoir un couplage beaucoup plus séparé. voilà. Et puis l'autre point que tu fais très bien, il y a des choses qu'on peut anticiper Ouais. et des choses qu'on ne peut pas anticiper. Il faut s'avouer Ouais. ce qu'on peut anticiper, ce qu'on ne peut pas anticiper. Alors c'est vrai que c'est dur à dire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper, il y a des innovations qu'on peut anticiper. Une crise cyber, il y a des choses qu'on ne pourra pas anticiper. Il faudra être réactif, intelligent, fort, gérer la crise. Mais voilà, donc il y a ça, me semble-t-il, qui C'est d'ailleurs, c'est vrai que c'est important, lorsque je dis à des entreprises qui me consultent pour les aider à gérer, à se préparer à la crise, je leur dis, mais on ne se prépare pas à la crise. On se prépare à donner l'alerte rapidement et mettre les bons bonhommes avec les bons cerveaux au bon endroit rapidement. Et puis après, c'est le cerveau qui fait le reste. Alors, pas exactement. Pas exactement. Toutes les entreprises vont ou ont subi une crise cyber. C'est un moment de sidération important. C'est un moment dur psychologiquement, mais on peut s'entraîner. Alors oui, on se prépare pas, on s'entraîne à avoir une mémoire musculaire pour se mettre en marche Exactement. rapidement, se mettre en... On s'entraîne même à sensibiliser et à toucher l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Tiens, une attaque cyber peut mettre le feu dans ton entrepôt. Ah ouais ? Ben oui, alors toi, directeur de l'entrepôt, tu vas venir participer à cette gestion de crise cyber, ce test, cet entraînement. Et tu vas participer parce que tu vas comprendre ce que c'est la cybersécurité. Tu vas comprendre toute la chaîne. Ah tiens, on va aussi mettre en face de situation le CEO de l'entreprise pour qu'il fasse une interview devant un journaliste. Ah tiens. On va mettre aussi, on va travailler avec les assurances, on va travailler avec le juridique. On va mettre ensemble tous les gens nécessaires dans la cellule de crise. On s'entraîne, effectivement, je suis d'accord. On s'entraîne, et ce qui permet en cas de crise, avoir déjà certains réflexes de manière à pouvoir anticiper le chaos. C'est pas toujours possible. Voilà. En tout cas, on sait qu'il va y avoir du chaos, on se met en situation de pouvoir gérer le chaos, mais on n'a pas la description du chaos à l'avance, évidemment. Exactement. Et c'est ce que l'on fait même avec le CLUSIF, avec le CESIN, avec le campus cyber, avec l'ANSSI, de manière à avoir une doctrine de gestion de crise cyber qui va être diffusée très prochainement. Et ça, c'est très important que toutes les entreprises puissent s'approprier ce document, pouvoir gérer correctement, s'entraîner et gérer les crises cyber. Alors, si on revient, parce qu'on n'est pas sur une table ronde gestion de crise, mais c'est super important d'en parler, évidemment. Mais ça m'évoque aussi un autre domaine qui est ce que fait Netflix. Si vous avez entendu parler des Chaos Monkeys de Netflix, Netflix a atteint un tel niveau de maturité dans sa gestion IT qu'ils sont capables de lâcher des scripts qui s'appellent les Chaos Monkeys, qui vont casser des trucs aléatoirement. Et en fait, il faut que la production puisse continuer avec des trucs qui se cassent régulièrement comme ça. Est-ce que ça serait pas ça, gérer le chaos ? C'est simplement s'inoculer du chaos de manière à pouvoir continuer à avancer. Oui, c'est ce que fait aussi les fournisseurs de cloud, en fait. Pour montrer qu'on est résilient, il faut augmenter le niveau. On a évalué un risque, on augmente et on s'attaque soi-même. En tout cas, on perturbe le système d'information volontairement pour voir s'il est résilient. Alors, c'est vrai, donc ça, c'est la question. Pour une certaine maturité, faites pas ça demain, lundi, en arrivant au bureau et ne commencez pas à débrancher des câbles. Oui, comme on peut aussi réinventer des systèmes, on reconstruit from scratch des systèmes d'information. Tout à fait. Aussi des nouvelles architectures qui permettent de le faire. Bon, reste toujours la question de la donnée, ce qui reste un sujet plus important. Mais oui, en tout cas, il y a une source d'innovation importante à remettre en cause sur les nouvelles architectures. Et d'ailleurs, les gens qui repensent le système d'information ne venant pas du système d'information ont en général beaucoup d'idées pour repenser des architectures résilientes. Et ça, c'est aussi une piste. Alors, avant de prendre quelques questions, je pense qu'il est bientôt l'heure, oui, avant de prendre quelques questions, peut-être le mot de la fin, votre astuce, justement, vous, de votre côté, pour gérer dans votre quotidien, pour gérer ce chaos, en tout cas pour éviter le burn-out. Alors, c'est bien sûr un risque de tous les jours. Me dites pas la drogue. Non, oui, je sais, on n'avait dit pas de nom, pas de produit, pas de placement de produit. Pas de placement de produit. En fait, déjà, je dirais pour compléter ce qui a été dit, pour dompter le chaos, il y a une posture aussi que doit prendre le DSI dans les entreprises aujourd'hui. C'est essayer d'anticiper
en s'élevant à un autre niveau, qu'il soit au COMEX ou CODIR ou qu'il n'y soit pas. C'est se sensibiliser aux enjeux de l'entreprise, sensibiliser ses équipes. C'est du top to bottom et c'est de savoir à tout moment ce qu'ont compris les équipes de l'orientation d'entreprise pour aligner les décisions sur ce qu'il est nécessaire de faire pour les clients finaux de l'entreprise. À ce moment-là, on se retrouve quand même dans une situation où c'est plus facile d'aller parler à un board, de le comprendre, de parler un métier avec son propre langage. Ça veut dire remettre des personnes du métier peut-être dans la DSI, prendre des personnes avec des profils hybrides, accepter également qu'on n'ait pas forcément le meilleur niveau de compétence, mais qu'on ait un niveau le plus homogène possible en termes de sécurité, en termes de gestion du métier. C'est comme une guerre. Je veux dire, s'il y en a qu'un qui s'est tiré et qu'on est une centaine, mais il y aura un problème quand même. Donc, du coup, il faut absolument qu'on arrive à avoir un niveau homogène et réintégrer cela. À partir de là, on peut commencer à réfléchir à des organisations. Une organisation un peu plus résiliente qui va être adaptée à l'entreprise et à ses mouvements et qui suivra du coup sur la partie sécurité, sur la partie architecture et autres. Mais ça prend du temps. Donc, je n'ai pas forcément non, mais on parle de résilience, c'est bien. Donc, l'idée, c'est plutôt go with the flow. Ne lutte pas contre le chaos, mais embrace chaos. Et c'est bien de parler de cyber-résilience. Moi, peut-être je conclurai sur 3 points. Le premier, c'est qu'en parlant de cyber-résilience, on pourrait imaginer, c'est vrai, que le chaos est propre à l'être humain. Et sans chaos, on ne serait pas là. D'ailleurs. Hein, et heureusement qu'il y a du chaos, parce que sinon on ne serait pas là, en fait. Et on n'évoluerait pas. Donc moi, j'embrasse et j'accueille le chaos pour pouvoir évoluer. Deuxième chose, en parlant de chaos, on peut aussi parler de se challenger et de pouvoir dire, comment on peut imaginer demain les talents dans l'entreprise. Parce qu'il y a vraiment des rétentions de talents pour pouvoir gérer différemment justement le chaos. Et en cybersécurité, on peut faire appel à d'autres types de personnes dans l'entreprise qui sont plus proches du métier, qui ne sont pas techniques et qui auraient tout à faire et faire du cross-skilling ou du upskilling, donc des talents HR. Je trouve ça très important pour pouvoir justement vivre sa vie, vivre différemment, changer dans l'entreprise et changer dans sa vie et aborder autrement la vie. Et puis, la dernière chose, on a parlé un peu, moi je suis très pour la frugalité IT. Et c'est peut-être la conclusion, pour faire moins, faisons, pouvoir faire mieux, plus, faisons moins. Ouais. Faisons moins et less is better, et c'est peut-être ce qu'on pourrait dire là. Ok. Oui, moi je partage ce qui a été dit. Moi je mettrais sur aussi un autre point, c'est que là on a monté de complexité, de pression, etc. Mais la pression, elle est différente si on la prend individuellement que collectivement. Oui. C'est pour ça que là je vous demandais vos astuces à vous. Moi je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est revenir sur le collectif. Ouais. Revenir, alors que ce soit la DSI, soit la DSI plus les métiers, qui a retrouvé des équipes. Alors, on a pu parler d'intelligence collective qui parfois peut être mal vue, mais en tout cas, dans la transformation de l'entreprise, c'est le seul moyen d'y arriver, c'est être capable d'aligner des points de vue qui sont tellement différents qu'il faut être capable de les représenter, que chacun puisse mettre à la place de l'autre. Ça, c'est compliqué quand on a des DSI qui sont constitués à 90% d'externes et qui sont gérés à l'autre bout du monde sur 3 autres fuseaux horaires. Ça rend les choses compliquées. Donc ça rend les choses en effet compliquées. En tout cas, il y a creuser là-dessus. Alors, comme tu parlais d'énergie tout à l'heure, peut-être qu'il faut inventer l'énergie collective. Mais c'est vrai que la pression n'a rien à voir. D'ailleurs, c'était un peu la conférence de tout à l'heure, mais la pression n'a rien à voir quand on la prend collectivement ou quand on la prend individuellement. Une pression qui est prise collectivement, elle mobilise les gens. On peut même en sourire, on peut même en rire, et on sait répondre à des gros enjeux. Quand elle est prise individuellement, ça va vers des situations plutôt dramatiques. Donc pour résumer, on gère le chaos en faisant état que le chaos est l'état normal finalement dans lequel on doit évoluer, et en diffusant cette pression-là sur le collectif de manière à être beaucoup plus agile qui reste externe, moins de pression. Qui reste externe à l'équipe. Oui. L'équipe, elle est organisée. Tout à fait. Voilà, exactement. C'est l'équipe. Oui, non, il n'y a pas le chaos dans l'équipe. On est d'accord. Très bien. Merci, messieurs. On a le temps de prendre quelques questions, j'imagine. Est-ce qu'il y a quelques questions, observations, critiques, tout ce que vous voulez? J'en vois un au fond. Bonjour. C'est
En dépassant derrière, un peu plus de détails. Moi, je voulais revenir sur juste 3 points. Le premier, c'est l'homme a toujours évolué dans la violence et dans la douleur. Donc, le chaos, c'est un état naturel. Je pense qu'il faut le maîtriser, l'organiser en tout cas. Et je vous rejoins tout à fait. Voilà. Et puis, en utiliser les priorités. Parce que même quand on est au CODIR, on est un étranger, un ovni. Tout à fait. Deuxièmement, il y a un mot qui... Alors, je résume, parce que pour l'enregistrement, il faut que je résume aussi, puisqu'on n'avait pas de micro. Donc, le chaos, vous êtes d'accord que c'est l'état naturel, que l'homme a toujours grandi avec le chaos, qu'on peut quand même l'organiser, c'est ça. Et la suite? La deuxième chose, je n'ai pas entendu le mot, mais c'était ça, c'est convergence avec le métier. Convergence avec le métier. Alors oui, on en a parlé un petit peu, hein, l'idée, tout à fait. Utiliser Ouais. les compétences métiers. Un DSI, pas la compétence métier, beaucoup de choses, mais c'est un couteau suisse maintenant, un DSI. Bien sûr. Il ne peut pas tout faire. Donc il faut appréhender les compétences métiers, aller chercher. Dans mon domaine, c'est extrêmement complexe. Le réglementaire est très fort également. Et un DPI, un dossier patient informatisé sans bug, c'est une hérésie. Donc voilà, donc ça c'est la convergence avec le métier, revenir un petit peu comme on a fait depuis les années 80 vers le métier. Revenir vers le métier pour attirer ses besoins, attirer... Et gérer l'importance. Très bien. Et puis la troisième chose, c'est que on n'est pas des communicants naturellement. Il faudrait, la solution, c'est qu'il faudrait qu'on ait un consultant de communication. Chaque DSI est un consultant en communication à côté de lui pour pouvoir vulgariser les choses, expliquer, amener de l'information. Alors en tout cas, je peux vous garantir que ça marche très très bien pendant les crises entre la DSI et la cellule décisionnelle du COMEX. Ça, je peux vous assurer que ça marche bien. Ouais. Là, il faut anticiper. Et pour moi, c'est la communication, c'est vraiment important. Et il faut peut-être former, qu'on se forme, nous, à la communication. Très bien. C'est une carte qu'on n'a pas naturellement dans notre jeu. Donc je reprends ce dernier point pour le For the Record. Donc c'est la communication. Les DSI ne sont pas des communicants et donc il faudrait qu'ils s'attachent peut-être les services d'un communicant de manière à pouvoir mieux exprimer, vulgariser, notamment auprès des métiers et des directions. Et défendre leurs défis. Et défendre évidemment leurs défis en faisant mieux comprendre ce à quoi ils sont confrontés. Très bien, merci. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, un DSI, surtout pour remonter sa résilience, doit avoir une capacité à entretenir de bonnes relations. D'accord, donc le facteur humain, pareil pour le micro, je le dis, donc pour vous, le DSI doit avoir une capacité à entretenir de bonnes relations humaines de manière à augmenter sa résilience. Résilience professionnelle pour ne pas dégager la première crise, par exemple, c'est ça? Et je pense que c'est véritablement important, parce que c'est une force. Tout à fait. C'est un peu ce dont parlait Gilles avec le collectif, le groupe. Effectivement, ça passe par des échanges et ça passe par du bon relationnel, complètement. Et ça augmente forcément la résilience de l'entreprise. Tout à fait. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut être un bon communicant là aussi. Benoît. Je voulais remercier déjà la DSI, parce que voilà, je suis RSSI et je suis le président du COSIF. Et donc, je vous remercie pour votre discours. Donc Benoît Fuseau remercie pour le discours du DSI. Merci. C'est important en fait d'avoir un discours et vous avez parlé de collectif. Moi je pense qu'il y a quelque chose et c'est pour ça que je suis content d'être dans un salon comme celui-là, parce que la relation SSI-DSI n'est pas assez forte. Et on ne se parle pas, je rejoins les propos de Gilles sur le collectif, que vous avez dit, et le collectif déjà contre nous. Enfin, je veux dire, voilà, on va même élargir sur la conformité, sur la partie DPO, sur toutes ces réglementations, vous l'avez évoqué, mais tout ça, on ne se parle pas, les juristes, les communications, mais il y a plein de métiers transverses sur lesquels, qui sont des métiers de support, sur lesquels on devrait avoir une gouvernance entre nous pour avoir souvent un discours. D'accord. Et ça c'est intéressant, avoir une gouvernance entre ces fonctions, DSI, RSSI, support. Voilà, avoir un alignement en tout cas entre ces personnes-là. Donc se parler, on en revient à la communication. Alors, et si possible, pas dans des stages chez Château Forme avec des spaghettis et des chamallows, une vraie gouvernance, et les post-it. Voilà. Donc peut-être qu'il y a aussi une façon de communiquer ou de s'entraîner et de s'aider à communiquer un peu différente à inventer ou réinventer, effectivement. Oui. Je pense que les journalistes se font plaidoyer pour nos mots. Par exemple, sur l'assise de la sécurité, il y a déjà
Oui. sur des cas concrets Mhm. d'attaques de cyberattaques. Ouais. Julien Pietroz, lui, a témoigné l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Il faut aller plus vite. Oui. Donc voilà, ça manque un peu et j'étais très étonné. D'accord, donc C'est interdit. plus s'ouvrir aux journalistes pour... ouais, tout à fait. Ouais. Ce qui se passe au niveau, voilà, Et c'est... Si je peux me permettre, Oui. la communication Mm. aux journalistes, le problème c'est qu'on a des services de communication qui aussi mettent un certain nombre de veto pour qu'on Ouais. communique Et pas. donc, effectivement, Parce que l'image de l'entreprise, Les tables rondes des assises sont ouvertes. les services de communication verrouillent ça, C'est effectivement. les satellites partenaires, je peux me permettre, c'est spécifique. Je pense que mais il y a on a besoin d'avoir justement la communication entre pairs qui doit être entre pairs uniquement, et puis la partie publique, qui est très important pour toute la communauté. Exactement. Mais donc, il faut avoir les deux niveaux, effectivement, de communication, mais ne pas oublier la communication vers l'extérieur, effectivement, je suis d'accord, parce que ça permet aussi d'acculturer l'ensemble des autres métiers de la population à nos propres problèmes, effectivement. de toute façon, on a des messages à faire passer sur la partie pour les PME, ETI, collectivités. Tout à fait. Ouais. Autre question? Oui. C'est une remarque. Au départ, vous avez parlé des talents. Garder les talents, et en final, on n'a pas trop parlé. Effectivement, il a un peu rebouclé, Eric a un peu rebouclé sur les talents. On peut creuser un petit peu, hein, si besoin. Ouais. Il y a une table ronde, ah ben voilà, il y a une table ronde sur les talents. C'est Voilà. fait exprès la question. Mais c'est globalement le sujet, c'est la pénurie de compétences qui fait une tension. Très bien. Bon, ça sent la fin, là, c'est ça? On commence à mettre les chaises sur la... Ah, une table? Ah ben voilà, tout à fait. Très bien. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Merci à vous trois. Et puis, à très bientôt. Merci.